Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Diane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Fausse alerte à la bombe. Le Radisson Blu se remet tout doucement de sa frayeur 24 heures après le coup de fil anonyme de la peur. Le ministre de l'Intérieur qui était sur les lieux ce matin prône la vigilance. Karim Wade devant la Cour suprême ce jeudi pour confirmer ou non sa condamnation dans la traque des biens supposés mal acquis. Ses avocats jugent la procédure illégale. Maître Alioune Badara Cissé, nouveau médiateur de la République. L'ancien ministre des Affaires étrangères remplace à ce poste Serigne Diop qui a bouclé son mandat de 6 ans. Le dossier politique s'attarde aujourd'hui sur Maître Abdoulaye Wade. L'absence du premier opposant à Macky Sall provoque-t-elle une léthargie au sein de l'opposition? Élément de réponse à suivre en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Plus de peur que de mal, hier à l'hôtel Radisson Blu, une fausse alerte à la bombe a semé la panique dans l'établissement. La police qui a bouclé le secteur n'a rien pu trouver après 4 heures de tension. Clients et travailleurs évacués d'urgence ont pu regagner l'hôtel aux environs de 0 heure. Et puis Léa, en dispositif de veille à l'hôtel au lendemain de la fausse alerte à la bombe. Ce mercredi, l'accès était interdit aux visiteurs. Du côté de ceux qui travaillent aux alentours de l'hôtel, on s'inquiète d'une éventuelle menace terroriste sur place. Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. 10 heures à l'hôtel Radisson Blu. Des forces de l'ordre à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment. Après évacuation des personnes qui logeaient l'hôtel, les instructions sont fermes. C'est une structure privée, donc si vous voulez faire le reportage, il faut avoir un accord avec les gars. Alerte à la bombe ou fausse alerte, Ibrahim Faye, sous le choc, raconte. Je travaille ici à ce plaza. Hier, aux environs de 19h30, nous avions reçu une notification comme quoi que nous devons quitter les lieux. Je ne savais même pas ce qui se passait. La fausse alerte n'est pas une première dans la capitale sénégalaise. Ces travailleurs crient vigilance. Il faut qu'on cesse de déclarer des fausses alertes de part et d'autre. Cela peut déstabiliser le pays. C'est inutile vraiment. Cela déstabilise le pays et ça freine nos activités. Hier, les forces de l'ordre avaient bloqué tous ces axes. La sécurité doit être renforcée même si certains parlent de sabotage. Moi, je crois qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Pour nos interlocuteurs, des mesures conséquentes doivent suivre. La corniche, la sécurité de la corniche renforcée. Nous restons avec cette fausse alerte à la bombe. Hier, mardi, à l'hôtel Radisson Blu de Dakar, une enquête est ouverte pour identifier l'auteur du canular. Oui, l'appel provenait de la France. Léa, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a visité les lieux, appelle à plus de vigilance car la menace est réelle. Fatima Ba, Khadim Sissé. Radisson Blu a reçu la visite du ministre de l'Intérieur après la fausse alerte à la bombe. Fausse alerte ou simulation, Abdoulaye Daouda Diallo précise. Ce n'est pas une simulation du tout, non, c'était une alerte réelle. Et pour cela, on a pensé quand même faire ce qu'il fallait faire. Heureusement qu'en définitive, l'on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne information, mais il était de notre devoir quand même de voir ce qu'il fallait faire à ce niveau-là. Pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que le correspondant anonyme a appelé avec un numéro de la France. Pour y voir clair, une enquête a été ouverte. Vous savez, dans le système de roaming actuellement, n'importe qui peut appeler n'importe où dans le monde en conservant toujours son numéro d'origine, le numéro du pays. Donc, il peut s'agir effectivement d'un numéro français, mais qui pourrait être utilisé au Sénégal ou dans la sous-région ou un peu partout dans le monde. Pour cela, en tout cas, l'enquête est en cours et les conséquences seront tirées. Cette fausse alerte, la deuxième en 2 mois pour le ministre de l'Intérieur, cela signifie que la menace terroriste existe. Il n'y a pas lieu fondamentalement de s'alarmer, mais ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le terrorisme, c'est un phénomène qui est mondial. Il est connu, il est contemporain, j'allais dire, et pour cela, il nous appartient, en tout cas, de prendre les dispositions nécessaires pour cela.
Pour ce qui est du gouvernement et de l'administration sur instruction du président de la République, j'ai rappelé justement donc ce qui est mis en place. Pour cela, on a fait les anticipations qu'il faut. Maintenant, comme le président de la République aussi l'avait rappelé, il appartient aux Sénégalais, chacun là où il est, aussi de travailler quand même à gérer, disons, cette difficulté. Un important dispositif sécuritaire est noté aux alentours de l'hôtel Radisson. Le ministre de l'Intérieur, accompagné de la directrice de la police nationale, appelle à plus de vigilance. Fatima Ba, merci. Karim Wade face à la Cour suprême ce jeudi 6 octobre. Ses avocats jugent la procédure illégale. Ces derniers estiment que les règles de procédure n'ont pas été respectées par l'institution judiciaire. Ils appellent l'État du Sénégal à se conformer à la décision du groupe de travail des Nations Unies. Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. 7 avocats autour de la table, ils ont dénoncé tour à tour une violation des règles de procédure. Pour eux, l'audience de ceci ou n'a pas lieu d'être. Jusqu'au moment où je parle, nous sommes encore dans le délai de 2 mois pour déposer des mémoires. C'est à l'intérieur de ce délai que la date est fixée. Et pour qu'un dossier puisse être instruit, puisse être examiné par la Cour, il faut qu'il soit instruit. Dans le respect des règles, comme on vient de le rappeler, on ne devrait pas avoir d'audience demain. On devrait être encore dans le cadre de l'instruction des procédures. Selon ces avocats, la Chambre criminelle de la Cour suprême doit déclarer la CREI incompétente et invalider l'arrêt déféré à la Cour suprême. Mais ils en doutent. L'État pourrait chercher auprès de l'Assemblée nationale inféodée à l'exécutif une résolution de mise en accusation. Donc, que la CREI soit déclarée incompétente et que la Cour suprême invalide tout ce qui a été fait et n'ait pas examiné le reste, qui ose espérer que l'État croisera les bras? Maître Ciré Clédor Ly de dire que son client est vainqueur pour 5 raisons. L'État du Sénégal a été mis au banc des accusés pour violation de la présomption d'innocence de Karim Wade dès l'entame de la procédure. La Cour de répression lancement illicite a été déclarée incompétente avant qu'elle n'ait encore engagé le procès. Pour Maître Amadou Sall, qui parle de mince filet d'espoir, quel que soit le verdict de la Cour suprême, l'affaire sera réexaminée de nouveau sur le plan international. Par cette même occasion, les conseils de Karim Wade attendent de voir la réaction prochaine du groupe de travail des Nations Unies lors de sa session ordinaire. Et puis nous parlons du caillassage du cortège présidentiel à l'UCAD. Les recteurs et directeurs des institutions publiques de l'enseignement supérieur condamnent avec fermeté l'attitude violente de certains étudiants. L'université restera toujours en espace de construction de savoir et personne ne pourra enfreindre cela. Face à la presse, les recteurs des universités du Sénégal s'engagent à ce que l'université demeure une référence en matière de citoyenneté. Aïssatou Païfal, Khadim Sissé. Une fois de plus, l'image de l'université de Dakar ternie. Et selon le recteur, ce comportement des étudiants doit être banni. Voilà pourquoi, d'une même et vive voix, recteurs et directeurs des institutions publiques condamnent. Voudrions-nous condamner avec la dernière énergie l'attitude d'une minorité d'irresponsables à l'encontre de la première institution de la République dans l'enceinte universitaire qui est par essence un espace de dialogue et de débat d'idées, même dans les oppositions les plus profondes. Par ailleurs, ces étudiants, dit-il, encourent des sanctions administratives une fois les responsabilités situées. Une faute d'une certaine gravité, cela peut aller jusqu'à l'exclusion de l'université du fautif. Les conseils de discipline qui ont en charge leur application. Et des sanctions graduées en fonction du niveau de la faute commise. Sur la même lancée, le recteur de l'université de Saint-Louis lance un appel à tous pour que de tels faits ne se reproduisent. C'est des actes suffisamment graves et nous, notre rôle en tant que premier responsable, c'est de faire des appels, c'est de faire de la sensibilisation pour que l'on mesure bien la gravité de ce qui a été posé. Nous sommes là aussi pour lancer un appel à la communauté, à notre société, pour que les gens comprennent les enjeux aujourd'hui en cours dans l'enseignement
supérieur. L'occasion a été saisie aussi par le recteur de l'Université de Dakar pour rappeler l'importance des réformes en cours dans l'enseignement supérieur pour une modernisation et un développement du système. Aïssatou Paye-Fall, je vous le disais en sommaire, Maître Alioune Badara Cissé, nommé médiateur de la République par décret présidentiel. Il remplace le professeur Serigne Diop, dont le mandat de 6 ans est arrivé à expiration. Maître Alioune Badara Cissé donc promet de travailler dans la continuité. Et puis Serigne Diop, en place depuis 2009, vient de boucler ses 6 ans. Léa à la tête de la médiature. Nommé par Abdoulaye Wade, Serigne Diop aura marqué les esprits de par sa discrétion et sa non-ingérence dans des sujets délicats tels que la candidature controversée du pape Dussopi à la présidentielle de 2012. Mame Biram Diouf pour le portrait de Serigne Diop. Serigne Diop cède son fauteuil à Maître Alioune Badara Cissé, un poste que l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous Diouf et sous Wade, a occupé depuis mai 2009, cela après la signature le 29 mai 2009 du décret numéro 2009-512 du 29 mai 2009 portant en nomination du médiateur de la République. Le successeur de Doudou Ndir, qui fut ministre d'État avant sa nomination, n'a jamais voulu s'intéresser aux affaires ne relevant pas de sa compétence. La candidature controversée de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012, un exemple. Interpellé à plusieurs reprises là-dessus en sa qualité de constitutionnaliste, la réponse servie a des fois été surprenante pour deux camps. Le médiateur n'a pas pour mission de se prononcer sur les candidatures et la loi le lui interdit, disait-il. Par contre, si le médiateur ne peut intervenir que quand le citoyen lui en exprime la demande, Serigne Diop a su faire sienne cette maxime. Lorsque, pour rappel, un tuyau à l'usine Keur Momar Sarr, défectueux, a privé le liquide précieux durant des semaines à de nombreux quartiers, il s'est fait l'avocat des populations. Pour le praticien du droit, l'essentiel se trouve dans la résolution des problèmes des Sénégalais et non vouloir gouverner un pays que par des débats politiques. Mame Biram Diouf, et puis ce sondage de l'Afro-Baromètre qui juge insuffisants les efforts et performances du gouvernement. Des résultats insuffisants, excepté en ce qui concerne la lutte contre la corruption, jugée satisfaisante par les 1600 indicateurs répartis dans les 14 régions du Sénégal. Plus de détails avec le professeur Mohamedou Sall, membre de l'Afro-Baromètre. Ses propos sont requis par Dissa Prera. Comment perçoit-il la direction empruntée par le pays? Est-ce que c'est une direction bonne ou mauvaise, n'est-ce pas? Alors, on voit que la réponse des personnes interrogées est une réponse mitigée. Vous voyez, parce que on va dire de façon globale, une personne sur deux pense que la direction prise par le pays elle est bonne. Donc ça veut dire aussi qu'à l'inverse, une personne sur deux pense aussi que la direction prise par le pays est mauvaise. Donc c'est vraiment mitigé. Le deuxième élément, c'est au sujet des performances gouvernementales dans plusieurs secteurs, que sont par exemple la lutte contre la corruption, la prise en charge des questions de l'éducation, la prise en charge de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Pour l'essentiel, il n'y a que le secteur de la lutte contre la corruption où on a un Sénégalais sur deux qui pense que dans ce domaine, les performances du gouvernement sont bonnes. Mais dans tous les autres secteurs, plus de 50% des personnes interrogées notent des contre-performances. Saison des pluies au Sénégal. En cette période d'hivernage, les populations de Grand Médine craignent de voir leur quartier inondé. Avec l'absence de canalisation dans le quartier, les populations éprouvent d'énormes difficultés avec des eaux pluviales. Les travaux du pont de l'émergence sont venus aggraver la situation. Reportage sur place signé Fatou Bintou Conté et Mardia. Nous sommes à Grand Médine, un quartier situé entre la Patte d'Oie et les Parcelles Assainies. Dans cette localité, les populations ne veulent pas voir une goutte de pluie. C'est très difficile. L'eau ne peut passer nulle part ailleurs. Quand il pleut, nous sommes obligés d'évacuer les eaux nous-mêmes. Sinon, nous risquons d'avoir d'énormes difficultés.
Nous sommes fatigués ici à Grand Médine. Quand il pleut, nous sommes désemparés. Si c'est la nuit, on ne dort pas. Le jour, c'est encore pire. Avec les nouveaux travaux de l'échangeur de l'émergence, le quartier est encerclé de tous bords. Une autre difficulté pour ces populations. Depuis que les travaux ont démarré, la situation a empiré. L'eau stagne tout le temps. Avec cet hivernage, nous allons être très fatigués. Avec cette nouvelle route, on a commencé à avoir de véritables problèmes. Avec les nouveaux travaux, ce sera encore pire. Nous serons inondés, c'est sûr. Ces habitants ne demandent qu'une chose, des canalisations pour leur quartier. Nous avons des problèmes avec les eaux domestiques, à plus forte raison, les eaux pluviales. C'est difficile de vivre ici, à Grand Médine. Nous voulons des égouts pour l'évacuation des eaux pluviales et usées aussi. L'hivernage à Grand Médine est source de problèmes, souffrance aussi pour les populations. Et puis, travaux sur le pont de l'Émergence situé à la Patte d'Oie, un frein, chère Tidiane, pour les activités des vendeurs de poissons de Grand Médine. Oui, ces derniers ont vu leur commerce tourner au ralenti depuis le début des travaux. Il reste plus d'un an à patienter, nous disent nos reporters chère Tidiane John et Younous Diatta. Les travaux du pont de l'Émergence portent un sacré coup aux activités de ces vendeurs et écailleuses. Actuellement, leur activité est au point mort. Les clients ne passent plus à cause de l'embouteillage des travaux ou c'est à cause de l'embouteillage. Vraiment, on est très fatigué parce qu'on dépasse plus d'argent. Mais la plupart, on trouve que des pertes. Or que les poissons coûtent très cher. Ici, les crevettes, les fruits de mer. Tout, on vend ici, tous les genres de poissons ici, tous les fruits de mer, on le vend au marché de la Patte d'Oie. Mais les clients se font rares. Les clients viennent au compte-gouttes et pourtant nous avons suffisamment de produits halieutiques. Les travaux du pont est l'une des principales causes. Vous savez, auparavant, on gagnait 15 000 francs par jour au minimum. Mais aujourd'hui, pour avoir 2 000 francs, c'est la croix et la bannière. Autre personne touchée par les inconvénients des travaux du pont de l'Émergence, Adja Gargotière, elle constate que son chiffre d'affaires a sensiblement baissé. Lorsqu'on a déplacé le marché ici, on nous a dit que c'était pour construire une route. Et réputé par la qualité de ses ressources halieutiques, tout de même, le marché continue toujours à recevoir des clients. C'est bon, les prix sont abordables. Bon, je crois que c'est bon. Les poissons sont beaucoup plus abordables que le marché que j'avais visité ce matin. Les différents acteurs doivent encore patienter 13 mois pour enfin voir le bout du tunnel. Tidiane John, Dakar plongé dans la canicule. Du coup, les plages sont très fréquentées et les maîtres nageurs ne chôment pas. La plage BCAO est fréquentée chaque jour par des centaines de baigneurs. Une situation loin d'effrayer les maîtres nageurs qui se disent suffisamment formés pour assurer leur sécurité. Reportage avec Ibrahima Diouf et Younous Diatta. Toute la journée, ils se relaient pour assurer la sécurité des vacanciers. Sur cette plage de la BCAO, le travail des maîtres nageurs sauveteurs est bien apprécié. Les maîtres nageurs sont là pour la sécurité, ils sont là pour nous protéger. Surtout les filles, pour protéger les filles, parce qu'il y a des imposteurs qui sont ici, qui menacent les filles, quoi. Ils sont là pour nous protéger bien. Ces maîtres nageurs sont toujours sur leur garde pour éviter tout accident, ce qui nécessite un certain savoir-faire. On se bat nuit et jour et toute la journée pour la réussite de cette saison-là, quoi. Naissance de Angleterre. Et j'ai eu la chance de suivre une formation de sauvetage en Angleterre à la Royal National Lifeguard. Cela m'a permis d'être plus outillé pour exercer cette profession de maître nageur sauveteur. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. La mission est lourde et les moyens sont parfois limités. On a beaucoup de problèmes, notamment le manque de matériel, le manque d'effectifs. On a beaucoup de trucs à renforcer. Nous sommes pris en charge par la mairie de Dakar, mais il y a 50 agents sauveteurs qui sont bien formés, mais peinent toujours à trouver un emploi.
Ils font la police sur cette plage. Les maîtres nageurs sauveteurs passent des heures sans repos dans une mer parfois démontée, avec autant de baigneurs têtus à recadrer. Direction Thiès, où la distribution des bourses familiales divise les responsables de l'APR. Des jeunes du parti ont tenu un point de presse pour dénoncer. Ils s'insurgent contre les ténors du parti à Thiès qui, selon eux, veulent politiser ces bourses. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Thiès, la division au sein de l'APR est loin de connaître son épilogue. Certains responsables de l'Alliance pour la République de la commune de Thiès-Est sont sortis pour dénoncer vigoureusement ce qu'ils appellent la politisation des bourses familiales. Nous avons désagréablement été surpris de voir des nécessiteux, de surcroît des militants de l'APR et des alliés, chassés du domicile du chef de quartier Diamaguène, où le député Abdou Mbow a logé une équipe chargée du recensement des bourses familiales. Ceci pour la simple raison que seuls les militants de l'APR favorables au député Abdou Mbow sont concernés par ces attributions. Selon le porte-parole des manifestants, ces bourses familiales ne doivent nullement être politisées. Elles sont destinées pour lui aux couches vulnérables. Le quota que la commission est en train d'enregistrer doit concerner tous les leaders de la mouvance présidentielle qui les distribueront aux nécessiteux, fussent-ils même de l'opposition. Du même coup, nous invitons le président Macky Sall à mettre fin à ces pratiques malsaines qui frustrent les militants du parti. Nous avons vécu les mêmes difficultés lors de l'attribution des emplois temporaires à l'école polytechnique de Thiès et lors des financements octroyés au réseau des femmes pour l'émergence. Les jeunes de l'APR de la commune de Thiès-Est demandent à Anta Sardiako de réparer cette injustice. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, les ex-travailleurs d'Aman Sénégal ont entamé une grève de la faim ce mercredi. Ils réclament la somme de 3 milliards de francs CFA et exigent que leur dossier soit définitivement réglé. Léa, l'artiste nigériane DJ Cuppy, en tournée africaine de passage à Dakar. Domicilié à New York, DJ Cuppy souhaite se familiariser avec les sonorités musicales du continent africain. Pour cet artiste, la musique n'a pas de frontières. Cherti Dion lui a tendu son micro. On me dit que pourquoi, pour moi c'est la passion, hein? Donc 16 ans, j'adore la musique, hein? Donc pour moi c'était très important de suivre mon passion. Et pour moi, le DJ, c'est un travail avec beaucoup de plaisir, hein. Pour moi, la musique, c'est très forte. Il y a beaucoup de la puissance avec la musique. Donc, c'est un travail très intéressant. Je dois l'opportunité de rencontrer avec beaucoup de personnes comme vous. DJ, c'est très important de découvrir la musique locale. Donc, je suis très excitée. Donc, c'est une opportunité de jouer la musique locale aussi. Le dossier du jour s'intéresse à l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, principal animateur de l'opposition depuis sa chute en 2012 et absent du territoire national. Une absence du territoire national qui rime avec léthargie dans les rangs de l'opposition, même si le FPDR s'en défend. Certains observateurs pensent que le pape du Sopi est le seul capable de fédérer l'opposition. Dossier signé Kodengay et Mardia. Depuis sa rentrée au pays en avril 2014, l'engagement d'Abdoulaye Wade dans l'opposition est sans faille. Mais lorsqu'il est absent du territoire national, on a comme l'impression que rien ne bouge, même si les responsables du FPDR tentent de le nier. Le président n'est pas là, Wade n'est pas là et nous allons mener nos activités. Donc non, on mène nos activités indépendamment de la présence ou de l'absence du président Wade. C'est une question d'appréciation simplement. On était en période de Ramadan. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant le mois de Ramadan, les activités politiques dans tous les partis étaient au ralenti. Le PDS, après la Korité, a organisé une réunion du comité directeur. Dans son magistère, Wade s'était créé sa propre opposition en se séparant de tous ses alliés. Tout le contraire pour le président Macky Sall. Passé le premier tour, il y a eu une large coalition qui s'est constituée autour du président Macky Sall.
C'est la plus grande coalition d'ailleurs qu'on n'ait jamais vue dans l'histoire politique du Sénégal. Contrairement à Abdoulaye Wade, qui après avoir été porté au pouvoir en 2000 par une coalition, a sécrété lui-même sa propre opposition. Au bout de 3 mois, il avait viré Amath Dansokho du gouvernement. Au bout de 11 mois, il s'était séparé de l'ancien Premier ministre Moustapha Niasse. Et ensuite, après s'être séparé de ses alliés, il s'est même séparé de compagnons dans son propre parti. D'abord Idrissa Seck et ensuite Macky Sall. Toutefois, nos interlocuteurs s'accordent néanmoins sur un fait. La présence d'Abdoulaye Wade constitue une source de motivation pour faire face au régime de Macky Sall. Naturellement, le président Wade aussi mobilise. Donc s'il est là, c'est très bien. Ça a été l'occasion, après celle tenue par le Front patriotique pour la défense de la République, ça a été l'occasion de présenter un plan d'action pour le mois d'août, un plan d'action qui va démarrer dans 2 jours. Abdoulaye Wade, c'est le seul capable de fédérer toutes les forces au niveau du Parti démocratique sénégalais. Souvenez-vous, le Parti démocratique sénégalais est resté longtemps à léthargie durant les 2 ans que Wade s'était retiré à Versailles. Le constat est alors vite fait. L'absence d'Abdoulaye Wade du territoire national depuis quelques jours a laissé un vide dans les rangs de l'opposition, même si le FPDR tente de sauver les meubles avec une série de manifestations dans les prochains jours qui se manifestent pour l'instant en des déclarations d'intention, en attendant la concrétisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci, chère Tidiane. À demain. En demain, la parole à la permanence avec Chérif qui est déjà en place. Chérif, pour la suite du programme. Merci beaucoup, chère Tidiane, et merci aussi à vous, Léa, Souké et Nedia. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci de rester sur la télévision Futur Média. Une poignée de secondes pour retrouver Antoine Diouf et son invité, le colonel Alioune Ndiaye, pour l'invité du 20h.